L'apartheid a duré trop longtemps. Apartheid has destroyed L'apartheid too many a lives. détruit trop de vies. Apartheid must go. L'apartheid doit disparaître. It must go Et now. doit disparaître maintenant. Thank you. Le 7 juin 1990, la France reçoit Nelson Mandela en grande pompe. Le héros sud-africain est libre depuis à peine 4 mois, après 27 ans passés derrière les barreaux. Il est accueilli par le président François Mitterrand, qui lui réserve les honneurs de la République, et par Jacques Chirac, maire de Paris et ancien Premier ministre. Pourtant, derrière les sourires de façade, Nelson Mandela soupçonne la France d'être impliquée dans l'assassinat de l'une de ses sœurs d'armes, Dulcie September. Ce diplomate français, en poste à Pretoria, a recueilli les confidences du héros sud-africain dans sa maison à Soweto, quelques mois à peine après sa libération. Quand Nelson va sortir de prison, et comme il y a eu beaucoup de bruit et qu'il l'a entendu jusque dans sa cellule, des bruits que peut-être les services français avaient aidé les services sud-africains. Assez vite, il est allusif vis-à-vis de la France, en disant on ne sait pas très bien quels sont les services étrangers qui sont intervenus dans ces histoires sordides dont j'ai entendu parler en prison. L'assassinat de Dulcie, un jour, ces services-là et les pays qui les ont protégés paieront les pots cassés. Dans les années 80, Claude Moniquet travaillait pour les services secrets français. Cet ancien de la DGSE accepte aujourd'hui de nous raconter ce qu'il sait de l'affaire Dulcie September. En 1988, je suis rentré d'Europe de l'Est depuis 2 ans. Je suis officiellement reporter à l'Express, au service investigation, et je travaille sous couverture pour la DGSE comme agent de terrain. Et comme je travaille sur les milieux d'extrême droite et d'ultra-droite liés à l'Iran, je me fais une série de sources. Une de ces sources m'apporte régulièrement des informations intéressantes. Ça dure plusieurs mois. Et à un moment, fin mars 1988, la veille de l'assassinat, cette personne m'appelle et me dit qu'elle a quelque chose à me dire, que c'est vraiment du lourd et qu'il faut qu'on se voit le plus vite possible. Je rencontre cette personne vers 19h, le soir, à Paris. Et pendant plusieurs heures, cette personne me raconte une histoire très structurée, très documentée, dans laquelle elle m'explique que cette source a participé environ 2 mois plus tôt à ce qui s'assimile à des repérages à Bruxelles sur une personnalité qui s'appelle Motsepe, qui est un représentant de l'ANC au niveau européen. Un mois plus tard à peu près, cette personne, Motsepe, a fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Ce 4 février, le représentant de l'ANC à Bruxelles échappe de peu à la mort. 2 coups de feu le visent alors qu'il entre dans son bureau. Une bombe contenant 17 kilos de plastique a été découverte devant le local de l'ANC. 1 mois et demi plus tard, le 27 mars, les policiers désarment une bombe devant son local. Ce n'est pas la première fois que ce local est la cible d'actes de terrorisme. Et donc, la personne qui me parle est inquiète, me raconte ça en détail, avec beaucoup de détails, ce qui a été fait, où elle a logé, ce que les 2 personnes chargées des repérages ont fait. Je sens une peur, je sens une crainte très nette. Et cette personne m'exprime le sentiment qu'il pourrait y avoir plus. Manifestement, la personne redoute d'autres tentatives d'assassinat. Je comprends que cette personne craint que ses connaissances soient impliquées dans une collaboration avec les services de renseignement sud-africains, dont le but de participer à la préparation d'élimination de représentants de l'ANC en Europe. Ce témoignage, Claude Moniquet le recueille le 28 mars, moins de 24 heures avant la mort de Dulcie September.
Et le lendemain, quand je me lève et que j'allume la radio, j'entends que Dulcie September, représentante de l'ANC à Paris, a été assassinée. Grosse émotion aujourd'hui à Paris. Dulcie September a été assassinée. L'assassinat à Paris de la responsable qui représente le mouvement anti-apartheid sud-africain. Évidemment, je fais immédiatement le lien avec ce qui m'a été raconté la veille. Je prends contact avec mon référent au service, à la DGSE. Et nous fixons un rendez-vous dans les heures qui suivent. J'ai juste le temps de rédiger un rapport de quelques pages sur la conversation que j'ai eue avec la source la veille et je remets ce rapport à mon référent. Nous sommes tous les deux intrigués par cette coïncidence de temps. Cette personne avec qui je suis en relation, la source avec qui je suis en relation depuis des mois, pourquoi est-ce que tout d'un coup elle a raconté ça ? Pourquoi a-t-elle raconté ça la veille de l'assassinat de Dulcie September ? On mettrait ça dans un film, personne n'y croirait. Moi, j'ai appris que dans la vie, parfois, comme on dit, la réalité dépasse la fiction, donc que c'est possible. Mais enfin, ça pose clairement une série de questions. Et en tout cas, on m'encourage à revoir la source, à creuser les choses, et puis à enquêter aussi loin que me le permet ma couverture de journaliste. La source qui a alerté Claude Moniquet le met sur une piste que l'agent français prend très au sérieux. Elle me dit appartenir à un milieu de gens qui sont très très à droite, qui sont même à ce qu'on appellerait aujourd'hui l'ultra-droite, et dont un certain nombre sont des mercenaires qui ont travaillé dans les groupes de Bob Denard, entre autres en Afrique. Bob Denard, le plus célèbre des mercenaires français. Un homme trouble au cœur des affaires africaines. Bob Denard, au départ, c'est un sous-officier de la marine française. Il fait l'Indochine, et puis pour des raisons un petit peu longues à expliquer, il bascule dans le mercenariat au début des années 60, au Congo. Et puis il s'installe aux Comores à partir de 1978 par un coup d'État. Ma présence actuellement ici, comme vous le savez, au sein du directoire politico-militaire, et disons aussi l'accueil de la population que j'ai libérée, ont fait que si je voulais rester dans l'ombre au départ, je ne peux plus le faire maintenant, parce qu'il y a trop de chaleur humaine, ça devient un problème sentimental. Et j'ai l'intention de m'établir définitivement ici en tant que Comorien à part entière. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment la grande figure du mercenariat français, avec une sorte de rôle de vice-président, on dit souvent de sultan blanc des Comores, c'est-à-dire qu'il dispose d'un pouvoir très, très important à côté du président comorien. Bob Denard dirige la garde présidentielle, qui est financée par l'Afrique du Sud. Il a sous ses ordres 600 militaires solidement entraînés et bien armés, dont quelques dizaines de Français. Ces mercenaires jouent un rôle précieux pour l'Afrique du Sud comme pour la France. L'île des Comores, dans l'océan Indien, sert de plaque tournante pour le commerce vers l'Afrique du Sud, en évitant les sanctions internationales. L'Afrique du Sud, c'est un État qui ne peut plus accéder à un certain nombre de ressources, alors les armes bien entendu, mais aussi des ressources comme le pétrole. La garde présidentielle va devenir un des outils pour contourner cet embargo. Il existait des liens manifestes entre les mercenaires de Bob Denard et l'Afrique du Sud. Ils ont pu effectivement faire de la sous-traitance pour les services de renseignement sud-africains, pour différents services. Et Bob Denard lui-même entretient cette notoriété publique, et ça sera d'ailleurs dit à l'un de ses procès des années plus tard, entretient des liens avec la DGSE. Ces hommes occupent une place stratégique dans un autre domaine, le renseignement. Il y a un intérêt qui est simplement de partage d'informations sur le plan sécuritaire, avec la France notamment, et dans les éléments les plus visibles de ce point de vue, il y a une base d'écoute sud-africaine qui va être installée dans une des casernes de la garde présidentielle. Pour les Sud-Africains, la station d'écoute, elle sert à surveiller les guérillas noires qui contestent des pouvoirs blancs. Quand la France a besoin d'avoir d'informations sur tel ou tel sujet pour lesquels Denard est un acteur, l'officier traitant va solliciter Denard et recueillir l'information. Dans les années 80, Bob Denard et ses mercenaires sont incontournables. Certains ont-ils joué un rôle dans la mort de Dulcie September? Et si oui, lequel? Jacques Pau est un journaliste d'investigation sud-africain.
un connaisseur hors pair des milieux criminels. En 1993, il rencontre un trafiquant d'armes dans un bar aux abords de Johannesburg. Un homme qui a de nouvelles informations à lui communiquer. When I met Dirk Stoffberg in March this year, he openly spoke about the murder of Darcy September. He told me in detail what happened. He was an international arms dealer. Il s'agissait d'un marchand d'armes international. Il a passé du temps dans une prison américaine pour trafic d'armes. C'était donc un gros joueur dans le monde des armes. Oh, il avait des yeux incroyablement perçants. Je dirais presque des yeux morts. Dès que je l'ai rencontré, j'ai pensé que c'était un homme très dangereux, parce qu'il vous donnait l'impression d'être aussi un grand homme. Il ne ressentait rien pour personne. Il y avait ce qu'on appelle en Afrique du Sud un bush pub, qui est littéralement une sorte de bar au milieu de la brousse, où vous avez l'impression d'être entouré d'animaux sauvages et d'autres choses. Je me souviens qu'il était très inquiet et qu'il craignait pour sa vie. C'est là qu'il m'a parlé de l'affaire September. Il a prétendu avoir travaillé pour les services du renseignement militaire, qu'il était complice de l'assassinat de September, qu'il avait engagé des tueurs à gages en France, à Paris. Je l'ai interrogé à ce sujet à de nombreuses reprises et il m'a dit « Écoute, je ne sais pas qui a fait le coup, qui a appuyé sur la gâchette, et je ne sais pas qui sont ces personnes, parce que je ne suis pas censé le savoir. » Il devait simplement remettre l'argent. Si je me souviens bien, ils étaient 2 et ils ont reçu chacun 20 000 livres. That conversation was, however, off the record. When later confronted on camera with his alleged involvement, this was his response. Were you involved in the murder of Darcy September? No comment. Why don't you want to comment? No. Même si le trafiquant a refusé d'évoquer l'affaire September devant les caméras, ses confessions ont été confirmées par son ex-femme. Il l'a appelée le soir de l'assassinat. Elle m'a dit qu'il l'avait appelée et qu'elle avait dû lui trouver un alibi. Qu'il l'avait appelée d'Allemagne ou qu'elle l'avait appelée en Allemagne, à un certain endroit, pour qu'il ne puisse pas être à Paris à ce moment-là. Stoffberg était complètement alcoolique. Je me souviens qu'à l'époque, j'essayais toujours de le rencontrer le matin. Mais cela ne servait à rien parce que vous savez, qu'il soit 10h, 9h ou autre, il ouvrait une bouteille de vin. Et même s'il était presque toujours en état d'ébriété, son histoire restait la même. Il s'agissait de mercenaires français. Le 29 mars, les tueurs passent à l'acte. Dulcie September est abattu de 5 balles de calibre 22, tirées à bout portant, au silencieux. Cet homme est le seul témoin à avoir vu les tueurs le matin du meurtre. En traversant cette cour, là où nous nous trouvons actuellement, j'entends des bruits qui immédiatement me font penser à des coups de silencieux. Je commence à monter et puis là, je commence à entendre des bruits de gens qui descendent en courant. À un moment donné, je vois le premier individu. Il me regarde fixement et là, tout de suite, il détourne son regard et il continue, mais alors en marchant très très doucement. Ils ouvrent la porte, ils vont dans la cour et là, je les vois par contre marchant vite, mais marchant d'une façon qui n'était pas naturelle. Le lendemain, les policiers de la brigade criminelle le convoquent. J'ai reçu un coup de fil de la PJ qui m'a dit faut que vous veniez demain matin au Quai des Orfèvres à 7h30.
C'est très très important. Alors là, j'ai dit oui, mais ça s'est passé très vite. Je sais pas vraiment si, venez, etc. Donc je vais au 36. Et là, on m'interroge, on me demande ce qui s'est passé, ce que j'ai vu, etc. Donc je raconte un peu la scène. Et là, on me fait voir effectivement des échantillons de photos, sur lesquels, c'est vrai, il y avait une ou deux photos qui me parlaient un peu plus, parce que c'était quand même encore récent, c'était la veille, mais sur lesquelles je ne pouvais pas affirmer à 100% que c'était... Surtout que c'était des petites photos, genre photos d'identité, où, je veux dire, c'était pas assez parlant pour pouvoir dire non, c'est celui-là, je reconnais. J'étais incapable de dire à 100% je reconnais. Mais ils ne sont pas plus étendus que ça, en fait. Ils m'ont dit, bon, écoutez, si on a besoin de vous, on vous recontacte. Et en fait, j'ai jamais été recontacté, quoi. Il n'y a pas de suspect en chair et en os. Ce que je regrette quelque part, parce que s'il y a eu du suspect en chair et en os, j'aurais été peut-être plus pertinent dans ma réponse, parce que là, c'est pas le même travail, quoi. La juge d'instruction chargée de l'enquête étudie la piste des mercenaires français. Elle s'intéresse notamment à l'un des hommes de Bob Denard. Mais elle se heurte à un alibi. Cet homme était en Afrique du Sud, à l'époque des faits. L'enquête française ne creusera pas plus la piste des mercenaires. Ce que déplore, encore aujourd'hui, l'avocat de la famille de Dulcie September. Le juge d'instruction qui aurait eu l'occasion d'entendre Bob Denard, elle aurait pu aller en Afrique du Sud. Bob Denard a été de 89 à fin janvier 93 en Afrique du Sud. Et quand il est revenu en France, il y a quand même une coïncidence, mais le juge d'instruction, depuis 6 mois, avait terminé son travail. Donc le juge d'instruction ne l'a pas entendu. Tout ça n'a pas été fait correctement. Pour l'avocat, la piste française mérite sérieusement d'être explorée. Comment on a pu perpétrer cet assassinat à Paris en plein jour sans l'aide d'un entourage français, on ne comprend pas. Quelques semaines après la mort de Dulcie September, un grand hebdomadaire jette un pavé dans la mare. L'événement du jeudi met en cause les renseignements généraux. Un article révèle l'existence de notes blanches rédigées par les RG. Des notes très précises qui paraissent indiquer un repérage du bureau de Dulcie September, un véritable guide d'accès pour les tueurs qui les auraient en main. Un plan du bureau de l'ANC aurait même été réalisé par un proche d'un conseiller de Charles Pasqua. On ne soutenait pas l'apartheid, on n'en avait rien à foutre de l'apartheid. Nous, ce qu'on faisait, c'était essayer d'éviter une révolution et essayer de conserver des possibilités d'approvisionnement des métaux stratégiques. Voilà. Jean Taousson, chargé de mission au ministère de l'Intérieur et rédacteur en chef d'une publication pro-Afrique du Sud, aurait demandé ces repérages. Interrogé sur le sujet, il se montre particulièrement agacé. Ils ne m'ont pas accusé de meurtre exactement, ils ont dit qu'on l'avait organisé. Bon, je ne veux pas revenir là-dessus parce que vous allez me remettre dans la merde avec cette histoire. Le conseiller du ministre gagnera tous ses procès en diffamation. Mais les questions sur l'implication des Français touchent aussi la DGSE, les services de renseignements extérieurs. Peu de temps après la mort de Dulcie September, un de leurs agents commence à rassembler des renseignements sur l'un des mercenaires de Bob Denard. Cet agent de la DGSE partage ses soupçons avec sa hiérarchie. Mais on lui demande rapidement de mettre fin à son enquête. L'histoire s'arrête là. Dans le fonctionnement d'un service, vous démarrez une affaire, vous creusez cette affaire, vous la travaillez, vous obtenez un certain nombre d'éléments, puis à un moment donné, bon, la barrière tombe, vous vous occupez plus, parce qu'on ne vous oriente plus dessus. Encore aujourd'hui, aucun élément ne prouve une participation des services français à l'assassinat de Dulcie September. Mais pour l'avocat de la famille, la France a bel et bien quelque chose à cacher. C'est une affaire d'État, on en est certain. Moi, j'en suis convaincu. J'ai 10 tomes de dossiers, je n'ai que des réponses négatives à ce qui est demandé. Alors nous disons qu'il y a faute lourde et déni de justice aussi, là.
Il y a la responsabilité de l'État que nous avons engagée pour mauvais fonctionnement du service public de la justice, pour faute lourde ou déni de justice. Là, la faute lourde, elle est dépassée. Nous sommes sur un déni. On ne veut pas travailler. On refuse de travailler. Ces soupçons sont alimentés par un autre fait troublant. Quand la commission Vérité et Réconciliation rouvre le dossier en 1995, les autorités françaises semblent réticentes à l'idée de collaborer avec les nouveaux enquêteurs. Nous avons rencontré nombre de personnes qui connaissaient Dulcie September, y compris des hommes politiques français. Ils ne nous ont offert aucune forme d'assistance, ce qu'ils auraient facilement pu faire. Bien sûr, cela aurait nécessité au fil du temps davantage de personnes, davantage d'entretiens, et également une coopération avec la police française ou toute autre autorité pour vraiment comprendre cette affaire. L'enquêteur se retrouve face à des Français peu coopératifs et ses rendez-vous sont très encadrés. Un accompagnateur lui est imposé, il l'empêche de poser certaines questions. Peu avant mon départ d'Afrique du Sud, on m'a dit que je ne devais pas partir seul. Ce collègue qui m'accompagnait avait l'ordre de me surveiller. C'est pourquoi certains entretiens ont été écourtés, parce que c'était devenu un peu trop sensible selon lui. Les représentants français à cette réunion ont promis d'envoyer une copie du dossier de police. Je n'ai jamais vu les rapports. Juste avant la clôture de la commission, j'ai été contacté et informé qu'ils avaient reçu un rapport de la France. Mais à ce moment-là, il était trop tard. Je suis convaincu qu'il y avait une limite à la vérité. Les enquêteurs ne parviennent pas à élucider le mystère de la mort de Dulcie September. En Afrique du Sud, la commission Vérité et Réconciliation organise ses dernières audiences. En avril 1998, un homme va tout faire basculer. Un témoin sulfureux qui passe à table. Eugène de Kock, l'ancien chef de la police politique du régime de l'apartheid. De Kock était une personne très intéressante, vous savez. Il était tristement célèbre. C'est lui qui était utilisé pour les assassinats, pour les sales opérations. Waar daar reeds 'n blok met 25 kilogram plastische sprengstof was. C'était un homme extrêmement brutal et dangereux à bien des égards. Il est devenu le seul à avoir été arrêté et condamné pour ses crimes commis à l'époque. En 1997, il a été condamné à 212 ans de prison et à 2 peines de prison à vie pour ce qu'il a fait. Mais c'est également lui qui a présenté la plus grande demande d'amnistie à la Commission. De Kock affirme que l'assassinat de Dulcie September était piloté par l'Afrique du Sud. Mais surtout, le rapport de la Commission précise. Les 2 personnes qui ont appuyé sur la gâchette étaient des membres de la garde présidentielle comorienne. Il a désigné l'un d'entre eux comme étant M. Jean-Paul Guerrier. Surnommé Capitaine Siam, Jean-Paul Guerrier était l'un des hommes de Bob Denard. Ce mercenaire, poursuivi pour l'assassinat du président comorien, a subitement disparu en 1999. Il n'a jamais été interrogé sur l'affaire September et demeure présumé innocent. Mais selon l'enquêteur, les confessions d'Eugène de Kock sont très crédibles. C'était intéressant parce que cela venait d'Eugène de Kock. C'est tout à fait possible. Je sais que l'Afrique du Sud elle-même disposait des ressources et des capacités nécessaires. Mais le problème est qu'il était aussi dans l'intérêt des autorités françaises de se débarrasser de Dulcie September. 25 ans après les confessions d'Eugène de Kock, les proches de Dulcie September cherchent toujours à ce que ce crime ne reste pas impuni. Le crime d'apartheid est reconnu comme un crime contre l'humanité. Il est donc imprescriptible. Nous avons déposé plainte pour crime d'apartheid. Donc on est dans l'embarras des autorités françaises qui sont obligées de donner des arguments
absurde. J'ai eu l'occasion de rencontrer Mandela, ses avocats. J'ai vu comment ils travaillaient. Non, on continue. Aujourd'hui encore, la mort de Dulcie September conserve sa part de mystère. Pourquoi est-il si difficile de connaître toute la vérité? Les archives françaises de l'affaire September ne seront communicables qu'en 2092.